Bonjour à vous, ici Kalink et bienvenue dans cette vidéo spécialement dédiée aux fractions. Cette vidéo est dédiée aux étudiants, plus principalement, minimum en fait de 3e secondaire, mais on peut aussi se rendre en 4e, voire 5e secondaire, même en maths forte, parce que ce que j'ai remarqué, c'est qu'avec beaucoup d'étudiants, beaucoup plus que ce que je le pensais malheureusement, c'était des étudiants très forts qui avaient une bonne compréhension des mathématiques, mais ils avaient un tendon d'Achille et c'était les fractions. Donc, on faisait face à des étudiants extrêmement fragiles en ce qui concerne les fractions. Donc, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est vraiment décomplexifier les fractions, rendre ça vraiment simple parce que les fractions, c'est pas compliqué quand on comprend d'où ça vient. Donc, je recommande d'avoir au moins vu les lois des exposants en secondaire 3 avant avant d'entamer cette vidéo. Mais on va voir les lois des exposants dont on a besoin et on va les décortiquer avant de rentrer dans le vif du sujet dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, c'est parti. Première réalisation qui peut sembler évidente, mais que je tiens à rappeler, la division et les fractions, en fait, c'est le même principe, c'est exactement la même chose. Donc, disons que j'ai 2 tiers, eh bien, c'est exactement la même chose que 2 divisé par 3. C'est exactement la même chose que le rapport 2-3. Ça peut vraiment prendre plusieurs formes, mais tout revient au même principe. Et ce principe-là peut être compris grâce à la définition de la division qu'on donne au primaire. Donc, je vais le rappeler, la définition de la division qu'on donne au primaire, si j'ai A divisé par B est égal à C, disons, c'est que j'ai un nombre A d'éléments, donc j'ai A éléments, que je veux séparer en B paquets. Donc, je veux B paquets avec autant d'éléments, et puis je veux, au total, il y a A éléments. Eh bien, je vais avoir C éléments par paquet. Par exemple, vu que 24 divisé par 8 donne 3, si j'ai 24 éléments au total et puis que je veux les placer dans 8 paquets, eh bien, il y aura 3 éléments par paquet. C'est la définition de la division que l'on donne au primaire et puis qui est valide en général. Donc, on va commencer par parler d'exposants. On va commencer pour commencer à faire déduire les exposants à écrire la suite d'exposants, de 2 exposants quelque chose. Donc, 2 exposants 1 fait 2, 2 exposants 2 fait 4, 2 exposants 3 fait 8, 2 exposants 4 fait 16, 2 exposants 5 fait 32. On va s'arrêter là, c'est suffisant. Donc, on remarque que pour passer d'un nombre au suivant, on fait x2, et fait que ça va nous permettre d'aller dans l'autre sens, en fait. Donc, disons que je prends 32, si je veux me rendre à 16, je vais devoir diviser par 2. Si je pars de 16 et que je veux me rendre à 8, je vais diviser par 2. Et puis si je pars de 8 et que je m'en vais à 4, je vais diviser par 2. Si je pars de 4 et que je m'en vais à 2, je vais diviser par 2. Donc, disons que je veux trouver la valeur de 2 exposant 0. Eh bien, si je suis la même logique, je devrais diviser par 2 là aussi. Donc, 2 divisé par 2 me fait 1. Voilà pourquoi n'importe quoi exposant 0 me fait 1, à l'exception plutôt de 0. Donc, tout nombre non nul exposant 0 me donne 1. Très bien. Par la suite, si je veux trouver 2 à la moins 1, eh bien, ça devrait être 1 divisé par 2. Hein, d'accord. Soit une demi. Que j'ai écrit 12, soit une demi. Par la suite, 2 à la moins 2 devrait me donner une demi que je divise par 2. Donc, une demi divisé par 2, ça me fait un quart. Mais un quart, on remarque que c'est 1 sur 2 à la 2. Alors, ça va nous être utile pour plus tard. 2 à la moins 3 est égal à 1 huitième. Si jamais je prends un quart et que je le divise par 2, ça me fait 1 huitième. Ça veut dire que ça, on peut remarquer que c'est 1 sur 2 à la 3. 2 à la moins 4 va être égal à 1 16e, soit 1 sur 2 à la 4, et ainsi de suite. Donc, à partir de là, on peut déduire une règle générale que si jamais j'ai n'importe quel nombre, dans ce cas-ci 2, à la moins quelque chose, ben ça va simplement être 1 sur ce nombre-là à quelque chose. Par exemple, 2 à la moins x, ben ça serait simplement 1 sur 2 à la x.
Et puis, en fait, cette propriété-là, on sait qu'elle est vraie sur les entiers, mais on va se rendre compte qu'elle est vraie avec tout nombre réel. Et puis ça, ben, on peut déjà se rendre compte pourquoi ça va nous être utile, mais on a ici une fraction. On peut transformer des fractions en exposants, et ainsi de suite. Et donc ça, cette propriété-là va être vraiment fondamentale, car elle va nous permettre d'enlever toutes les barres de fraction de n'importe quelle expression. Donc, disons que j'ai une fraction quelconque a sur b, et puis que je veux enlever cette barre de fraction-là, que je veux tout marquer sur une ligne, si on veut. Eh bien, a sur b, on sait que c'est simplement a fois 1 sur b. En fait, c'est la définition de la division. Disons que j'ai le nombre 2 tiers que je peux représenter, disons, comme ceci. Eh bien, c'est exactement la même chose que si je prenais un tiers et puis que je mettais ce 1 tiers-là 2 fois. Donc, 2 fois 1 tiers. 1 tiers une fois, 1 tiers 2 fois. Donc, c'est même la définition de la division. Donc, maintenant que je sais que A divisé par B, c'est la même chose que A fois 1 sur B, je sais que 1 sur B, c'est B à la moins 1. Fait que ça va être égal à A fois B à la moins 1. Donc, A sur B, c'est la même chose que A multiplié par B exposant moins 1. Et puis ça va être une autre de nos formules qui va vraiment être importante, qu'on peut déduire à partir de rien vraiment. Donc, une réalisation qu'on pourrait faire, ce serait que A divisé A donne 1. Pour tout A, n'importe quel nombre divisé par le même donne 1, pourvu que ce nombre ne soit pas 0. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas être 0? Eh bien, tout simplement parce que 0 divisé 0 est indéterminé. Très bien. Donc, pourquoi est-ce que n'importe quel nombre non nul divisé par le même donne 1? Eh bien, on pourrait se référer à la définition de la division qu'on donne au primaire, c'est-à-dire que A divisé B, ça veut dire que j'ai A éléments, donc j'ai un nombre d'éléments qui est égal à A, que je veux distribuer dans B paquets égaux, et puis je veux savoir si j'ai A éléments, eh bien combien d'éléments il y aura dans chaque paquet. C'est ça la définition de la division qu'on donne au primaire. Donc, si jamais, disons que j'ai 5 éléments que je veux envoyer dans 5 paquets différents, eh bien, chaque paquet va avoir un élément. Donc, c'est un peu la logique qu'on pourrait avoir. Donc, 5 divisé 5 est égal à 1. Donc, maintenant, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la division, c'est simplement de la multiplication cachée. Parce que, disons que j'ai A que je divise par B, avec A et B des nombres quelconques réels. B ne doit pas être égal à 0, mais bref, ça, c'est pas très important. On ne va pas perdre l'idée. Donc, j'ai A divisé par B. Je peux, et puis on l'a déjà fait d'ailleurs dans cette vidéo, exprimer ça en fonction d'une multiplication. Parce que ça, A divisé par B, c'est simplement A multiplié par 1 sur B. On peut même encore plus simplifier ça. C'est égal à A fois B exposant moins 1. Donc, maintenant qu'on sait que la division, c'est simplement de la multiplication déguisée. On peut présumer et on peut même être capable de justifier que, puisque la division, c'est de la multiplication divisée, toutes les propriétés de la multiplication devraient s'appliquer à la division, parce que la division, c'est juste un type de multiplication. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Donc, disons que j'ai 6x plus 2 divisé 2, disons. Eh bien, ce qu'on a présumé en secondaire 2, c'est qu'on pouvait séparer le dénominateur. Donc, on pouvait faire 6x divisé par 2 et après 2 divisé par 2. En gros, on pouvait faire 6x divisé par 2 plus 2 divisé par 2, ce qui me ferait, eh bien, simplement 3x plus 1. Mais pourquoi est-ce qu'on a le droit de faire ça, de séparer justement les termes d'un numérateur? Et puis la réponse à ça, c'est la propriété distributive de la multiplication. Disons que j'ai 2 fois x plus 2, ça va me donner 2x plus 4. Pourquoi? Parce qu'on a distribué le 2 à chacun des termes de cette addition-là. On appelle cette opération-là la distributivité de la multiplication sur l'addition. Dans le cas général, k fois a plus b, c'est tout simplement k fois a plus k fois b.
En fait, ces noms-là, distributivité, et on va en utiliser d'autres plus tard, c'est tous les termes qu'on apprend une fois en quatrième année et puis que tout le monde oublie après. Bref, servons-nous justement de la distributivité, cette propriété qu'on utilise sans même s'en rendre compte, pour essayer de trouver pourquoi est-ce que ça fonctionne. Dans le cas général, pourquoi est-ce que lorsque j'ai A plus B que je divise par D, eh bien c'est égal à A plus D plus B sur D. Très bien. Donc, disons que je pars de A plus B, que je divise par un dénominateur commun que j'appelle grand D. Eh bien, ça, c'est tout simplement égal à 1 sur D que je multiplie par A plus B. Parce que si jamais j'étais pour resimplifier, eh bien, je multiplierais A sur B avec le 1 ici, puis je retomberais sur A plus B divisé par D. Donc, A plus B divisé par D, c'est la même chose que 1 sur D fois A plus B. Et puis là, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ça, c'est un facteur que je multiplie par un autre facteur. Alors, je me trouve ici, même si jamais mes facteurs sont assez compliqués, en présence d'une multiplication. Alors, j'ai ici une addition, donc j'ai ici une somme que je multiplie par un facteur, un scalaire quelconque. Alors, qui dit en fait nombre réel fois une somme, me dit distributivité. Alors, tout ça va être égal à 1 sur grand D fois A, parce que je distribue, plus 1 sur grand D fois B. Après ça, eh bien, je peux resimplifier. Ça me fait A sur grand D plus B sur grand D. Donc, si je pars d'en haut, j'ai que A plus B sur grand D est égal à A sur grand D plus B sur grand D. Et donc ça peut me servir à deux choses. La première, c'est à faire exactement ce qu'on vient de faire, à décomposer des numérateurs, mais ma deuxième, c'est simplement à additionner des fractions. Donc, l'addition de fractions passe par la distributivité de la multiplication. Je m'explique. Disons que je veux additionner 1 tiers à 2 cinquièmes. Ce que l'addition de fractions vient de me dire, en fait, ce que cette formule-là vient de me dire, c'est que avant de pouvoir additionner ce que j'ai en haut, il faut premièrement que je me trouve un dénominateur commun. Alors, il faut que je trouve une manière que 3 et 5 en fait deviennent le même chiffre pour que je puisse ensuite additionner les nombres en haut. Donc oui, cette formule-là, on l'a découvert avec la décomposition potentielle de numérateurs, mais elle va aussi nous servir avec l'addition de fractions. Donc, on va essayer de se construire une théorie autour de ça, mais on va se dire qu'en règle générale, il faut puis ça fonctionne dans tous les coups, pour avoir un dénominateur commun, il faut tout simplement que j'ai quelque chose sur 3 fois 5. Pourquoi? Parce que ici, j'ai dit 3, mais pour que j'arrive à un terme commun de 3 fois 5, il me manque du 5. Alors, je vais multiplier par 5 en haut et en bas. Pourquoi en haut et en bas? Parce que 5 divisé par 5 me fait 1, donc je ne changerai pas la valeur de ma fraction, mais ça va me permettre de la rendre compatible avec d'autres choses. Donc, en fait, là, je viens de trouver une équivalence. Je viens de dire que 1 tiers, en fait, c'est égal à 5 quinzièmes. Parce que 5 fois 3 fait 15 et 5 fois 1 fait 1. Très bien. Par la suite, si jamais je veux m'en servir sous un dénominateur de 15, eh bien, je vais devoir multiplier par 3 en haut et en bas. Donc, disons que j'ai A sur B plus C sur D. Eh bien, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu multiplier en haut et en bas par le dénominateur de lui à gauche et par le dénominateur de lui à droite. Ce qui va me faire B sur B. Donc, en gros, on peut dire que A sur B plus C sur D me ferait A fois D plus C fois B, que je divise tout par B fois D. Donc ça,
Ça serait une règle vraiment compliquée, mais c'est en gros ça qu'on fait des fois lorsqu'on multiplie des fractions. Si je reviens ici à mon exemple de base, eh bien ici j'avais 5 quinzièmes, et puis ici, 5 fois 3 me fait 15, 1 fois 3 me fait 6. Ici, j'aurais 6 quinzièmes. Donc, j'aurais ensuite 6 quinzièmes. Cette loi ici me dit que maintenant, je peux venir additionner. 5 plus 6 me fait 11. Donc, j'aurais 11 quinzièmes. Ça serait ma réponse finale. Donc ça, idéalement, cette technique-là d'addition, on va idéalement s'en servir simplement quand que les deux dénominateurs n'ont aucun facteur en commun. Pourquoi? Eh bien, on va essayer de le comprendre avec un exemple. Disons que j'ai 3 huitièmes plus 7 dixièmes. On remarque que 8 et 10 ont un facteur de 2 en commun. OK, super. Donc, ce que je ferais avec ça, si j'applique la formule qu'on vient d'appliquer, on se donnerait un dénominateur commun qui serait égal à 8 fois 10, soit à 80. Et puis par la suite, je multiplierais chaque terme par le dénominateur de l'autre. Donc, ça me ferait ici 10 dixièmes, donc 1, mais 10 fois 3 me ferait 30. Par la suite, ici, je multiplierais par un dénominateur de l'autre. Donc 8 sur 8. Donc, je rappelle que je ne change pas la valeur de mes fractions, tout simplement parce que 8 divisé par 8 me fait 1. Donc ici, 8 fois 7 me fait 56. Par la suite, eh bien, si j'additionne, 3 plus 5 me fait 8, donc 86 sur 80. Le problème avec ça, c'est que je peux simplifier. En effet, ça, c'est simplement égal à 43 sur 40. Très bien. Et puis, ça concorde exactement parce que ici, j'avais dit que mon 8 et mon 10 avaient un 2 en commun. Et puis, on a dû finalement diviser par 2 en haut et en bas pour arriver à 43 sur 40 de simplifier. Et pour comprendre comment éviter ça, eh bien, mon 8 ici, 8, c'est simplement 2 à la 3. Et en fait, je veux chercher le dénominateur commun le plus petit, donc l'idéal, entre 2 à la 3 et 5 fois 2. Donc, mon but, c'est de les rendre en quelque sorte égales. D'appliquer des modifications de chaque côté, de sorte à ce que ça et ça soient égales. Donc, c'est vrai que si je multipliais l'un par l'autre, eh bien, j'arriverais à un très gros dénominateur commun, mais il y a moyen de faire plus simple. Donc, ici, disons que je veux un dénominateur commun, je devrais prendre un dénominateur commun qui a le minimum de chaque facteur premier. Donc là, ici, j'ai décomposé 80 en facteur... mon 8 plutôt en facteur premier. J'ai décomposé mon 10 en facteur premier. Donc, je vois au minimum du 2 à la 3, parce que ce facteur-là a du 2 à la 3. Ici, j'ai rien que du 2. J'ai du 2 à la 1. Mais vu que en fait, mon 3, c'est plus gros que mon 1, mais je veux du 2 à la 3. Et puis, ici, j'ai du 5, qu'il n'y a pas de l'autre côté. Donc, il me faudrait que mon facteur commun soit 2 à la 3 fois 5. En fait, 8 fois 5, soit 40. Donc, c'est quoi qui manque à mon 2 à la 3 pour arriver à 2 à la 3 fois 5? Il faudrait simplement que je lui applique 5. Et puis ici, j'ai 5 fois 2. Qu'est-ce qui manque à 5 fois 2 pour arriver à 2 à la 3 fois 5? Eh bien, il manque 2 à la 2. Parce que 5 fois 2 fois 2 à la 2 me ferait 5 fois 2 à la 3. Très bien. Donc, par la suite, j'ai trouvé ce qui manque. Il manque 5 d'un bord, puis 2 à la 2 de l'autre. Donc, si jamais j'aurais écrit mon équation, qui était 3 huitièmes plus 7 dixièmes, maintenant, je sais qu'il me manque 5 de ce côté-là. Donc, je vais multiplier par 5 sur 5. Et puis ici, je sais qu'il me manque 2 à la 2. 2 à la 2, c'est 4. Donc, je multiplierai par 4 sur 4 de ce côté-là. Et puis, ici, j'arriverai à 5 fois 8 me fait 40. 5 fois 3 me fait 15. J'arriverai à 15 sur 40. Ici, 4 fois 10 me fait 40. J'arriverai 7 fois 4 me fait 28. Donc, j'arriverai à 15 plus 28 sur 40. Et puis, on peut en profiter pour remarquer que ce calcul-là, c'est un calcul qu'on fait plusieurs fois au primaire et qu'on a encore oublié au secondaire. En fait, c'est trouver le plus petit commun multiplicateur, le PPCM. Dans ce cas-ci, on dirait que le PPCM de justement mon 8 et de mon 10 est 40.
c'est l'opération que je viens de faire. Mais au primaire, surtout en quatrième et en cinquième année, on avait des exercices où il fallait calculer une liste de PPCM, une liste de PGCD, plus grand commun diviseur, qui sert dans un autre contexte, mais c'est pas parce qu'on l'a vu au primaire que justement n'a pas son utilité au secondaire. C'est une bonne occasion de se rappeler de ça. Donc, pendant cette explication de l'addition de fractions, j'ai utilisé la multiplication de fractions, qui est très connue, qu'on apprend au primaire, mais je tenais quand même à revenir dessus parce que sinon cette présentation ne serait pas complète. Donc, la formule de multiplication de fractions me dit que lorsque j'ai A sur B que je multiplie par C sur D, disons, je multiplie les numérateurs ensemble, ce qui me ferait AC, et je multiplie les dénominateurs ensemble. Donc, je multiplie le haut avec le bas. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi ça c'est le cas. Donc, commençons par définir le concept d'inverse. Donc, je vais procéder à une explication intuitive qui n'est pas vraiment démonstrative, mais qui va suffire pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, disons, je vais commencer avec 2 exposant 1 est égal à 2. Ça, tout le monde, c'est ça. Si je prends 2 exposant 2, ben, ça fait 2 fois 2 qui fait 4. 2 exposant 3, 2 fois 2 fois 2 qui fait 8. 2 exposant 4 fait 16. Et 2 exposant 5 fait 32. Je vais m'arrêter là. Maintenant, à quoi est-ce que ça sert de faire tout ça? Eh bien, on va essayer de prendre cette liste d'équations et puis essayer de faire des liens entre eux. Donc, j'ai toujours passé de... entre mes exposants, j'ai toujours additionné de 1. Donc, je suis parti à 1 et après, je suis passé au prochain entier. Donc, lorsque je fais ça, on remarque que pour passer de 32 à 16, je divise par 2. Pour passer de 16 à 8, je divise par 2. Pour passer de 8 à 4, je divise par 2. Pour passer de 4 à 2, je divise par 2. Maintenant j'ai passé de chaque entier, un à la suite de l'autre. Maintenant, si je vais dans le sens inverse, 2 à la 0 serait égal à quoi? Eh bien, si je suis la même logique, il devrait être égal à 2 que je divise par 2. Donc, 2 à la 0 est égal à 1. Et puis, on remarque que le principe peut s'appliquer de manière analogue à chaque entier, à chaque nombre, enfin. Donc, c'est pour ça que n'importe quoi exposant 0 est égal à 1, pourvu que A ne soit pas égal à 0, parce que 0 exposant 0 est indéfini. Ok, super. Maintenant, continuons plus loin encore. Cherchons 2 exposants moins 1. Eh bien, ça devrait être égal à, si je divise par 2, 1 demi. 1 divisé par 2, 1 demi, même chose. Maintenant, 2 exposant moins 2 est égal à 1 quart. Ça, vous pouvez le vérifier en calculant numériquement. On n'a pas besoin de savoir de la théorie sur les fractions pour le savoir. Je vais en faire un autre. 2 exposant moins 3 est égal à 1 huitième. Et tout ça peut se calculer à l'aide de la technique du crochet, qui n'implique pas du tout les fractions, et qui implique simplement des nombres décimaux. Donc, on peut vérifier ces faits indépendamment de la théorie des fractions. Donc, on divise encore par 2 entre chaque étape. Mais ce qu'on remarque, c'est que 1 demi, eh bien, c'est simplement 1 sur 2 exposant 1. 1 quart, c'est simplement 1 sur 2 exposant 2, parce que 4, c'est 2 exposant 2. 1 huitième, c'est simplement 1 sur 2 exposant 3. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que 2 exposant moins 3, c'est 1 sur 2 exposant 3. Donc, c'est comme si j'avais 2 exposants moins un nombre, c'était 1 sur 2 exposants ce nombre-là. Donc, qu'on était capable de passer d'un exposant négatif à une fraction. Et puis, c'est exactement ce qui se passe, c'est vrai, c'est démontré, et même dans le cas général, n'importe quel nombre exposant moins x, c'est 1 sur ce nombre-là à la x. Donc ça va être une des règles extrêmement importantes à retenir. Donc revenons à ce problème-là, et puis intéressons-nous à un des facteurs seulement pour simplifier les choses. Donc intéressons-nous à A sur B. Moi, ce que je prétends, c'est que je peux séparer le numérateur et le dénominateur ainsi. Je laisse le numérateur plutôt tout seul, et je multiplie par 1 sur B. Donc je mets A, si on veut, à l'extérieur, et puis il me reste simplement un fois 1, si on veut, invisible, ce qui me ferait 1 sur B. Donc, pourquoi est-ce que j'ai le droit de faire ça? Disons que je dis
Donc j'ai un exemple avec 2 tiers, je dis que ça serait égal à 2 fois 1 tiers. Essayons de se représenter ça graphiquement. Donc ici, j'ai dessiné des cercles approximatifs divisés en tiers approximatifs. Donc 2 tiers, ça serait tout simplement de colorer. Ici, j'ai 3 pièces. Donc j'en colore 2 sur les 3. On peut se le représenter assez facilement. Ici, 2 fois 1 tiers, c'est que 2 fois 1 tiers, c'est simplement 1 tiers plus 1 tiers, parce que 2x, c'est x plus x. Ça, c'est l'addition de termes semblables. Donc, ici, ça serait égal à 1 tiers, que je mets une fois, mais 1 tiers que je mets une deuxième fois aussi. Donc, voilà d'où vient le 2 fois, si on veut. On remarque que si je procède des deux manières, en tout simplement en colorant 2 parties sur 3 ou en colorant une partie une fois et une autre partie 2 fois, eh bien, la procédure est équivalente. On a le même résultat au final. Donc là, vous allez penser, c'est assez trivial, c'est assez évident, pourquoi tu fais ça? Mais la propriété ici, que A sur B, c'est A fois 1 sur B, c'est aussi trivial que ce que je viens de faire. C'est vraiment assez facile à comprendre si on se le représente graphiquement. Revenons à ça maintenant. Donc, A sur B, c'est A fois 1 sur B. C sur D va aussi être égal à C fois 1 sur D. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec nos 1 sur B et nos 1 sur D? Eh bien, on a appris que 1 sur B, c'était simplement B à la moins 1. Pourquoi? Parce que 1 sur B, c'est comme 1 sur B à la 1. Et puis moi, j'avais ma règle que A exposant moins X, c'était 1 sur A à la X. Alors, je fais le chemin inverse. Je passe de 1 sur A à la X à A à la moins X. Voilà, c'est la règle ici, appliquée à ce cas ici. Et puis, de manière similaire, 1 sur D deviendra D à la moins 1. Maintenant, je vais utiliser la commutativité de la multiplication. Qu'est-ce que la commutativité? C'est simplement le fait de dire que 2 fois 3, c'est la même chose que 3 fois 2. L'ordre des facteurs ne change pas. Ne change pas le résultat. Donc, j'ai le droit de modifier les termes comme bon me semble. Ben, de modifier l'ordre des termes plutôt, comme bon me semble. Ça, c'est égal à A fois C que je vais mettre d'un côté, et puis après, je vais mettre B à la moins 1 et D à la moins 1. Super. Je garde mon A fois C intact. Maintenant, grâce à mes lois des exposants, je sais que je peux regrouper mon exposant moins 1, ce qui me ferait B fois D, exposant moins 1. C'est pas un égal ici, c'est un fois. Très bien. Donc là, j'ai utilisé l'associativité de la multiplication. Je peux mettre ça entre parenthèses sans que ça change le résultat de la multiplication. Et puis après, je peux extraire mon exposant moins 1 grâce à mes lois des exposants. Superbe. Maintenant, on sait que quelque chose à la moins 1, c'est 1 sur ce quelque chose-là. Ben, à la 1. Mais en fait, ça revient à la même chose de dire que A à la moins 1, c'est égal à 1 sur A, ou de dire que c'est égal à 1 sur A à la 1. C'est un peu redondant. Bref. Donc ça va être égal à A fois C fois 1 sur BD. Et puis par la suite, eh bien, on peut tout simplement faire ce que j'ai fait au début, mais refaire le processus inverse, si on veut, ce qui me ferait AC sur BD. On n'aura pas besoin de refaire tout ce chemin-là à chaque fois. Il suffit de se rappeler qu'il s'agit de multiplier les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Donc, j'ai parlé un peu d'inverse tantôt, mais concrètement, c'est quoi l'inverse? Eh bien, l'inverse, c'est 1 divisé par le nombre. Donc, l'inverse de 2, c'est 1/2. L'inverse de 3, c'est 1/3. Ainsi de suite. On pourrait aussi dire que l'inverse d'un nombre, c'est 2 à la moins 1, parce que ces deux choses-là sont équivalentes. Même chose ici, l'inverse de 3, c'est 3 à la moins 1, parce que, comme on l'a vu, ces deux expressions sont équivalentes. Donc ici, j'ai dit, on nomme l'inverse d'un nombre x réel sauf 0, x à la moins 1, ou de manière équivalente, 1 sur x. Pourquoi est-ce que x doit être différent de 0? Parce que 1 sur 0 est indéfini. Et cette réalisation-là, ben, cette notation-là, a un effet immédiat. C'est, comme j'ai écrit ici, diviser, c'est multiplier par l'inverse. Parce que 2 sur 2 tiers, comme on a vu, c'est simplement 2 fois 1 tiers. Donc, ça ici, c'est l'inverse de 3 en fait. Donc divisé par 3, c'est comme multiplier par l'inverse de 3. Et puis ça va avoir d'énormes conséquences. Commençons par essayer de définir l'inverse de fraction. Eh bien, l'inverse de 3 demi
Je vous dis que c'est 2/3. Et puis, en fait, ça revient tout simplement à échanger les numérateurs et dénominateurs. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? L'inverse de 3/2 serait 3/2 exposant moins 1. Très bien. Nos exposants nous disent qu'on doit distribuer notre exposant au numérateur et au dénominateur, ce qui me ferait 3 à la moins 1 sur 2 à la moins 1. Maintenant, on sépare. Alors, ça va être égal à 3 à la moins 1 fois 1 sur 2 à la moins 1. Maintenant, occupons-nous de notre 3 à la moins 1. C'est simplement égal à 1/3, comme on avait vu vraiment précédemment. Maintenant, 1 sur 2 à la moins 1. Eh bien, on avait vu que a à la moins x, c'était 1 sur a à la x. Donc, on part de 1 sur a à la x, on a 1 sur 2 à la moins 1. Donc, 1 sur 2 à la moins 1, ça devrait être égal à a, soit 2, à la moins x, soit à la moins 1, c'est-à-dire à la 1, c'est-à-dire rien pendant tout. Donc, 1 sur 2 à la moins 1, c'est tout simplement 2, qui lui-même est 2/3. Donc, en général, on n'aura pas besoin de refaire ce chemin-là vraiment long. On va dire que a sur b à la moins 1, ça revient à échanger les numérateurs et les dénominateurs de place. Ça va être égal à b sur a. Donc, l'inverse d'une fraction, c'est simplement la fraction composée du dénominateur et du numérateur échangés. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit de tout ça? On peut en déduire une règle assez intéressante que lorsque j'ai des exposants négatifs, dont 5 à la moins 2 sur 3 à la 2, tiens, eh bien, il suffit d'envoyer l'exposant de l'autre côté de la fraction, mais de l'autre en bas si on veut, vu qu'il est en haut, et ça me donnerait quelque chose qui enlèverait mes exposants négatifs. Ici, de manière similaire, disons que j'ai 5 à la 2 sur 3 à la moins 2, je pourrais simplement envoyer le 3 à la moins 2 en haut pour faire disparaître les exposants négatifs. Ici, ça me ferait sur 1, mais vu que le sur 1 n'est pas nécessaire, on peut simplement l'enlever. Donc, c'est une règle qui est assez sympathique à utiliser lorsqu'on nous demande dans les exercices de seulement d'exprimer notre réponse à l'aide d'exposants positifs. Et bien, si on tombe à ça, ça devient ça grâce à ce petit truc. C'est ce qui nous mène à une autre opération impliquant les fractions, c'est-à-dire la division de fractions. Disons que j'ai a sur b qui divise c sur d, ou écrit de manière un peu moins évidente, a sur b sur c sur d. La barre de fraction du milieu devrait toujours être plus grande pour éviter l'ambiguïté. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Je vais travailler avec cette forme-là parce que c'est simplement un peu plus évident. Donc, il y a deux manières d'aborder ça, et puis je vais présenter les deux et puis étudier celle qui est la plus facile à comprendre pour vous. La première, c'est de se dire que diviser, c'est multiplier par l'inverse. Alors, j'ai a sur b qui est divisé par c sur d. Alors, c sur d, je peux le multiplier par l'inverse de c sur d et ça va fonctionner. Alors, on se rappelle que l'inverse d'une fraction, c'est simplement inverser le numérateur et le dénominateur, ce qui me ferait d sur c, ce qui me ferait ad sur bc. Alors, disons que j'ai 3/4 qui divise 5/8, ça serait égal à AD, donc 3 fois 8 sur 5 fois 4. Évidemment, il y a de la simplification qu'on peut faire là, mais si jamais je regarde comme ça ferait 24 sur 20. Évidemment, ça peut être simplifié, parce que 3 fois 8 fait 24 et 5 fois 4 fait 20. Superbe. La deuxième manière pour travailler ça, c'est celle que je préfère personnellement, c'est de me dire que a sur b, c'est comme a fois b à la moins 1, que je divise par c sur d, qui est comme c fois d à la moins 1. Or, avec le truc qu'on a vu, les exposants négatifs doivent être transférés. Alors, j'envoie un d en haut plutôt, et j'envoie un b en bas. Mes a et mon c restent, mon d s'en vient en haut, et mon b s'en vient en bas. Dans les deux cas, en fait, on arrive à la même réponse, soit AD sur BC. Maintenant, essayons d'aller voir ce qu'on peut faire avec ça dans le cadre d'équations. Donc, on cherche à trouver la valeur de x. Et j'ai fait par exprès pour mettre des choses qui se mettent très mal en fraction. Ici, 3, avec un dénominateur de 3, on aurait 0.3333 qui se répéterait à l'infini, ou 0.66666. Ici, avec lorsqu'on divise par 7, ça vaut même pas la peine d'essayer de faire d'écrire le nombre sous forme périodique parce que c'est un peu compliqué. Alors, on doit gérer ça avec les fractions simplement. Et puis, on va voir que c'est quand même assez facile parce qu'on a un outil magique, la calculatrice. En effet, pour chaque
calcul de fraction que vous faites, ne vous embêtez pas à faire l'addition, la multiplication, la simplification de fractions comme je vous ai montré à faire. Simplement, faites appel à votre calculatrice. Et puis ça, la calculatrice, c'est tant que vous sachez ce que vous écrivez, ça va aller extrêmement bien. Alors, on va faire l'exemple avec les deux. On va voir c'est quoi résoudre une équation comme ça à la main, et puis c'est quoi le faire avec la calculatrice. Alors, la première étape, pour isoler le x, c'est qu'on va envoyer le terme constant de l'autre côté, pour avoir ax est égal à b, disons. Par la suite, on va diviser par a. Alors, ça va me donner 5x est égal à 2 moins 2 septièmes. Maintenant, essayons de simplifier ça, 2 moins 2 septièmes, parce que ça va être assez compliqué à travailler avec ça, tout ça. Donc, on sait que 2 sur 1, c'est égal à quoi sur 7? Eh bien, pour passer de 1 à 7, on a fait x7. Alors, pour passer de 2 à je ne sais pas trop quoi, il faudrait que je fasse x7 aussi, selon les règles de la proportionnalité. Alors, 2, on remarque que 2, c'est simplement 14 sur 7. Et puis, si on fait 14 sur 7, on retombe sur 2. Alors, évidemment que c'est ça. Alors, mon 2, je vais le remplacer par 14 sur 7. Maintenant, je peux regrouper le dénominateur pour faire un dénominateur commun qui va être 7. 14 moins 2 me fait 12. Ça va faire alors 12 septièmes. Or, maintenant, je veux seulement avoir x. Là, j'ai 5 sur 3 fois x. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je sais que diviser, c'est multiplier par l'inverse. Alors, je peux diviser par 5 tiers en haut et en bas, mais au lieu de faire ça, ce que je peux faire, c'est tout de suite multiplier par l'inverse, c'est-à-dire multiplier par 3 cinquièmes. On remarque que les 3 s'annulent, les 5 s'annulent. Ici, c'était 12 septièmes. Hein? Alors, je vais multiplier par 3 cinquièmes aussi de l'autre côté. Ça va me donner x qui est égal à 12 fois 5, 60. Et puis 7 fois 5, 35. Il y a la simplification qui pourrait être faite ici. Même calcul, seulement avec la calculatrice. Alors, 5 tiers x plus 2 septièmes est égal à 2. Moins 2 septièmes de chaque bord. Ici, j'arrive à 12 septièmes parce que ma calculatrice m'a donné le résultat. Quand j'ai écrit 2 moins 2 septièmes. Ici, je vais avoir 5 tiers x qui est égal à 12 septièmes. Par la suite, je divise par 5 tiers. Je divise par 5 tiers. Donc là, sur ma calculatrice, j'écris 12, bord de fraction 7, divisé 5, bord de fraction 3. Mais pas bord, mais symbole de fraction. Et puis, j'arriverai à ma réponse finale. Quelque chose qu'on pourrait affirmer dans le cadre d'une opération comme celle-ci, c'est dire que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Qu'est-ce que sont les extrêmes et qu'est-ce que sont les moyens? Disons que j'ai deux fractions qui sont égales, donc a sur b est égal à c sur 2. Les extrêmes sont a et d, et les moyens sont b et c. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens? C'est ce qu'on appelle le produit croisé, le produit en croix. C'est que je serai capable de multiplier en fait les extrêmes, et ça serait égal au produit des moyens. Alors, on va juste faire un exemple avec... on va compléter cet exemple-là, on va résoudre cette équation-là, et par la suite, on va aller voir pourquoi ça fonctionne. Donc, la première étape serait évidemment de distribuer. 5 fois 2x me fait 10x, 5 fois 3 me fait 15, 2 fois moins x me fait moins 2x, et puis 2 fois 4 me fait 8. Par la suite, plus 2x de chaque côté, 12x, moins 15 de chaque côté est égal à moins 7. Donc, x serait égal à moins 7 douzièmes. Maintenant, dans ce calcul, l'étape la plus délicate, l'étape qui demande le plus d'attention, si on veut, et sur laquelle repose tout le résultat, c'est cette opération ici, dire que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, on va formaliser ça. Dans le fond, on a A sur B qui est égal à C sur D. On cherche à prouver que AD est égal à BC. Eh bien, c'est relativement facile parce que, disons que ici, j'ai une division par B, je vais me débarrasser de mon B. Je vais multiplier par B de chaque côté. Ça va me faire A est égal à C sur D fois B. Tiens, maintenant, je vais me débarrasser de mon D. Alors, je multiplie tout ça par B. Ça, c'est un produit, on se rappelle. Donc, la multiplication n'est pas distributive sur la multiplication en elle-même. Donc, le D va juste s'annuler une fois ici. Et ce que je fais d'un bord, je le fais de l'autre. Donc, je retombe très bien sur AD qui est égal à BC.
Si jamais ici le fait qu'on ne distribue pas vous-même, eh bien, on aurait pu écrire, lorsque j'avais multiplié par B ici, on aurait pu écrire ça B, C sur D. Là, on aurait compris qu'il fallait simplement annuler. Donc, c'est deux manières de l'écrire, mais il faut bien le savoir. Donc, ça y est, on vient de prouver que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, la difficulté additionnelle dans des exercices comme celui-ci, c'est simplement qu'on ne peut pas appliquer le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, tout simplement car il y a ici pas une fraction simple, on n'a pas quelque chose à forme A sur B, on a une somme en fait. L'opération principale, si on veut, celle qui prédomine, n'est pas un produit, mais bien une somme. Alors, un produit ou un quotient, là, en fait, c'est la même chose. Donc, l'essentiel de l'opération va être de transformer cette patente-là en une fraction, de sorte à ce qu'on puisse appliquer notre règle avec les extrêmes et les moyens. Donc, on regarde le dénominateur ici et on trouve en fait le PGCD entre 1 qu'on a là et 4. En fait, il y a plusieurs méthodes de le faire. Là, je tourne un peu en rond depuis le début de la vidéo. J'ai montré l'addition de fractions avec le PGCD. Je l'ai montré en déduisant à l'aide de 2 sur 1 est égal à je sais pas trop quoi sur 4. On remarquait qu'on faisait x4. J'ai montré de plusieurs façons. Choisissez celle qui vous convient, mais pour passer justement de 1 à 4, le PGCD entre 1 et 4, ben, c'est tout simplement 4. Alors, je vais multiplier par 4 en haut et en bas, ce qui va me faire 4 fois 2, 8, 4 fois 1, 1, donc 8 quarts. Par la suite, on va être capable en fait, grâce à notre règle, de faire une grosse fraction, car A plus B sur D est égal à A sur D plus B sur D. On est dans la forme de droite en ce moment, donc on peut regrouper les numérateurs sous un même dénominateur, puisque le dénominateur est commun. Donc, ça va me faire ici 8 plus 8 moins x plus 3. Alors, 8 plus 3, on peut les mettre ensemble. Ça va me faire moins x plus 11 sur 4 est égal à 3x moins 1 sur 5. Donc, par la suite, on multiplie les extrêmes et les moyens ensemble et on les met égales. Donc, 5 fois moins x plus 11 est égal à 4 fois 3x moins 1. Donc, on pourrait continuer, mais le processus est analogue à ce qu'on a fait précédemment. Donc, je peux le faire, moins 5x plus 55 est égal à 12x moins 4. Par la suite, eh bien, j'envoie mon 5x de ce côté-là. Ça va me faire 17x. J'envoie plus 4, 59. Et donc, x va être égal à 59 sur 17. Voilà, je crois avoir tout couvert ce qu'il y a à savoir sur les fractions en troisième secondaire. Je pense avoir expliqué clairement tout ce qu'il y avait, tout ce qui pouvait mêler en fait, et ce que les étudiants ne trouvaient pas trop logique, je pense. En fait, j'espère avoir amené certains à comprendre pourquoi on faisait certaines choses, la manière dont on les fait. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les faire parvenir par les commentaires et je vous souhaite une bonne journée.